Alors, je n'ai pas présenté tout le monde tout à l'heure au début, donc je vais le faire tout de suite. Aurélie, donc, qui est la directrice générale de CRT Nouvelle-Aquitaine. Saskia Cousin, qui est anthropologue universitaire, qui travaille beaucoup sur les sujets de temps libre en particulier. Pierre Chevalier, vous êtes président de la communauté commune de Haute-Corrèze. Et vous êtes là parce que vous avez participé à la rénovation d'un village vacances dans un espace rural, et ce n'était pas forcément facile. Et puis Bastien Orsini, vous représentez le CSE de la RATP. Et j'ai appris tout à l'heure qu'il était le CSE qui mobilisait le plus de ses salariés pour partir en vacances. Donc vous nous direz un petit mot par rapport à tout ça. Saskia, on démarre avec toi. Alors, tu t'écris beaucoup sur ce sujet du temps libre en général, mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, et puis par rapport à une actualité là aussi récente, il y a un projet de loi qui vise à... c'est une question que je n'avais pas notée. Hein. Il y a un projet de loi qui vise à payer la 5e semaine de congé payé pour ceux qui considèrent qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils n'ont pas envie de partir en vacances. Et est-ce que c'est le début d'une réflexion qui considère que finalement on aurait trop de temps libre, et comme finalement on ne donne pas les moyens pour partir en vacances, bah, autant refoutre les gens au boulot. Est-ce que tu vois ça comme ça, toi, ce projet de loi, alors qui pour l'instant n'a pas été voté, hein, mais qui devrait être débattu? Alors on voulait revenir sur les 35 heures, alors on revient finalement sur la 5e semaine de congé payé. Bonjour à toutes et à tous, je suis enchantée d'être là. Alors, je ne pensais pas commencer, je pensais plutôt commenter ce qui allait être dit et en plus on me poser une question sur laquelle j'ai pas... C'est un piège. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Napoléon III avait supprimé les dimanches parce qu'il considérait que si les ouvriers mangeaient, ils n'avaient pas besoin de jours de repos. Il y a quelque chose en fait dans cette idée-là que finalement, ce qui compte finalement, c'est ce que vous allez gagner comme argent et parce que c'est pas le fait de partir en vacances, c'est aussi le repos, le temps libre, le temps libéré. C'est d'abord pouvoir s'occuper de ses enfants, se retrouver, ensuite pouvoir penser, c'est ce qui a été dit depuis ce matin, hein, parce qu'on a passé un certain temps à pouvoir se retrouver chez soi ou faire du jardinage, qu'on va pouvoir imaginer partir, notamment avec l'aide des associations qui ont été mentionnées ce matin. Et donc, moi, ça me paraît une attaque, c'est le début de la fin. Enfin, c'est-à-dire, lâcher sur ce point-là, pour aller vite, puisque je ne vais pas... ça me paraît remettre en cause, en fait, l'ensemble des avantages, qui ne sont pas des avantages, qui sont des droits, qui sont le fruit de lutte, mais aussi de prise de conscience. Ça a été dit tout à l'heure, les ouvriers n'ont pas défilé pour les congés payés, mais ça existait déjà dans beaucoup de pays d'Europe, ça existait, Léon Blum, dans son journal, ont pris conscience, en fait, que c'était un enjeu social, mais c'était aussi un enjeu économique, politique. Le repos du travailleur, ça n'est pas qu'une prise de conscience du travailleur lui-même. Et là, on voit autre chose qui est, finalement, on peut tout monétiser. Et c'est le risque, en fait. En ouvrant ça, finalement, il y aura une 2e semaine, une 3e semaine. Et ça va aussi avec la question de la remise en cause de la société qu'on appelait du salariat, même s'il n'y a jamais eu de société du salariat en tant que telle. Hein. Mais voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut repolitiser le débat autour de l'usage du temps libre? Parce que quand je dis tout à l'heure qu'on fait rentrer les congés payés et le temps libre dans le droit, mais on a finalement la loi 36 puis les lois suivantes, sauf peut-être en 80 avec le ministère du temps libre qui avait une évocation quand même assez moderne, mais le débat sur l'usage du temps libre, sur ce qu'on en fait, il n'existe pas ce débat-là. Alors, je crois ce matin, on voit bien qu'il y a un enjeu et qu'il est porté, et parfois à bout de bras, et avec tellement de courage depuis un siècle, en fait, par ceux qui pensent que c'est une question sociale, mais aussi une politique de construction de la citoyenneté. Mais je ne crois pas que de l'autre côté, on a une politique neutre, en fait, ou qu'il n'y a pas de politique. En fait, je crois qu'il y a une politique, que ne pas se rendre compte de ça, évidemment qu'il faut argumenter et il faut tenir un discours politique, mais je dirais, je ne vais pas faire Gramsci, mais il y a un combat culturel. Là, l'enjeu, il y a une politique qui, en gros, beaucoup depuis 2016, mais
en fait, applique la doctrine de la Banque mondiale des années 60 adressée aux pays en voie de développement, c'est-à-dire que vous allez faire une industrie le tourisme est d'industrie d'exportation, le reste ne compte pas, c'est la question des devises. Et puis donc on va penser tout par rapport à ça. C'est une politique aussi, c'est la façon dont la France montre la face à l'échelle internationale. Donc c'est le désir de reconnaissance en tant qu'État-nation reconnu par le fluide touristique. C'est une politique. Et puis évidemment, c'est une politique de production de données où on fait des choix de ne pas prendre en compte dans les discours les départs en vacances dans le non marchand, alors que c'est la moitié des départs en vacances. Qu'on va utiliser ce terme légèrement misogyne, en tout cas quand il est utilisé de façon pour dévaloriser le tourisme domestique. Donc ça serait... en gros, c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est le tourisme international. Tout ça, c'est une politique, en fait. La façon dont on construit les données... Ce matin, pardon, mais on dit, oui, aujourd'hui, il y a 75% de départs en vacances, donc ça y est... Non, en fait, il y a toujours eu 75% de départs pour l'année et 40% de non-départ en été. Ces deux chiffres-là, je l'ai vérifié tout à l'heure, n'ont pas bougé depuis les années 90. Est-ce que vous considérez qu'aller chez mamie à Noël est un départ en vacances ? Si vous considérez qu'aller chez mamie à Noël est un départ en vacances, vous arrivez à 75%. L'idée de se dire il y a 40% des Françaises et des Français, ou en tout cas des résidents en France qui ne partent pas en vacances l'été, c'est ça les 40%. C'est l'idée que les vacances, c'est un moment long, c'est-à-dire au moins une semaine. Alors on a baissé, pour maintenir ce taux de 40%, on est passé de 5 nuits à 4 nuits. Donc pour tenir le cap, les vacances, le départ en vacances, je pars en vacances, les vacances sont la destination. Au fond, ce qui compte, c'est pas où on va, c'est ce moment-là où on va utiliser ce temps libre. On a eu assez pour pouvoir un peu se retrouver en famille. Et là, on va pouvoir passer ce moment, qu'on soit accompagné ou qu'on le fasse en autonomie, pour partir. Et c'est ce temps-là qui est remis en cause et qui est discuté. Donc évidemment, si c'est partir 3 jours à Noël qui compte les vacances, et donc il y a ce flou-là, la façon dont sont construites les données, la façon dont elles sont présentées, pour dire finalement, là j'ai regardé, donc 78% des personnes qui gagnent plus de 2800 € par mois partent en vacances. Et 37% de ceux qui gagnent moins de 1300 € par mois. Donc voilà, la question de comment toutes les enquêtes qui sont faites aujourd'hui, finalement la catégorie de revenus, elle est, c'est parmi d'autres, entre 3 sociostyles. En fait, c'est la composition du ménage, pardon, là je fais sociologue, même si je suis aussi anthropologue, mais c'est un déterminant central, c'est le premier. Et donc c'est politique de le masquer, en fait. Donc il ne s'agit pas de repolitiser, il s'agit de se donner de la force pour produire et pour valoriser des données qui sont tout à fait, consolidées, prouvées, c'est-à-dire que ça bénéficie à tout le monde, et en particulier au territoire, de faire partir les résidents français en France, parce que finalement, les touristes internationaux, j'ai rien contre le tourisme international, mais c'est une politique de concentration. On fait venir des gens de partout qui sont concentrés sur certains lieux et dont les consommations vont essentiellement à des grands groupes, ce qui est logique en fait. Et donc la répartition sur le territoire, elle est faite par des gens qui ont certes moins de moyens, mais qui vont les dépenser d'une autre manière. Mais quand tu dis c'est politique, est-ce que ça veut dire qu'on a abandonné l'idée qu'il fallait réfléchir sur l'usage qu'on voulait donner du temps libre et qu'on se dirait, puisque finalement aider les gens à partir en vacances, ça coûte trop cher, on va les laisser se débrouiller, on va laisser le champ à d'autres acteurs. Alors Rémi Guéry en parlait tout à l'heure, moi, je pense souvent aux acteurs du divertissement digital qui ont pris une place derrière en disant, bon, vous n'avez pas le droit de partir, vous ne pouvez pas vous évader, mais en prenant Netflix, vous allez vous évader quand même. Enfin, est-ce que il n'y a pas moyen de rattraper ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ramener ce sujet? Alors, est-ce que c'est via la création demain d'un ministère du temps libre? J'en sais rien du tout, mais comment on débat de cet usage du temps libre? Parce que moi, j'ai l'impression que ce débat-là, il existe ici dans les colloques, il existe dans les médias, mais il n'existe pas dans le champ politique. Pour tout dire, j'ai fait partie du comité scientifique d'un des ministères au secrétariat du tourisme il y a quelques années, et j'ai en fait changé de sujet de recherche. Maintenant, en vrai, je continue à encadrer des thèses sur les questions de tourisme, et j'ai été... en fait, je croyais que c'était un problème de... Enfin, excusez-moi, je me partage un peu
un débit de scientifique, mais je croyais que c'était un problème de connaissance et de maîtrise des données, en fait. Et en partageant un certain nombre et on a continué à travailler, on a acquis des grosses bases de données dans les années 2010 pour prouver un certain nombre de choses. En fait, c'était pas ça. Il y avait un enjeu qui était de faire monter un certain nombre d'entreprises. Donc c'est le moment où on a vraiment beaucoup travaillé dans le début des années 2010 sur les effets de Airbnb à San Francisco, à Barcelone, etc. On a montré les choses, on a démontré les choses, on a été reçus à Bercy, machin, etc. C'était pas un problème de méconnaissance des enjeux, de ce que ça allait produire à l'échelle nationale. C'était des choix stratégiques de miser sur la Startup Nation, comme on l'a appelé, et de miser sur des entreprises qui étaient plus scintillantes, on va dire, dans la production de la manière dont la France se représentait elle-même à l'échelle internationale. Et je ne crois pas que c'est un... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à produire de la donnée. Je trouve que ce que fait notamment Marseille Hospitalité ou d'autres, c'est un point aveugle sur lequel on n'avait pas vraiment travaillé dans les années 2010, sur tout ce que rapportent, en fait, économiquement au territoire ceux qui sont mobiles, qui passent et qui ne sont pas assignés, comptés comme des touristes dans l'économie touristique. Qu'est-ce qu'on fait de la taxe de séjour, etc. Donc c'est des enjeux absolument qui doivent être structurants. On a les données, il y a des travaux très sérieux. La question c'est, en fait, en face, il y a une autre politique. Donc effectivement, je pense qu'un ministère du temps libre, qui penserait aussi des questions de genre sur le temps libre et qui ne soient pas que les vacances, hein, mais aussi la France du quart, enfin la ville du quart d'heure, qui est une invention d'une sociologue, hein, pas de la mairie Paris. Il y a plein de choses à penser autour de temps, sur un rapport au temps, en fait, ce qui serait un ministère du temps, dans lequel les vacances qui scandent notre temps, parce que en fait, c'est la première après la famille, le bonheur, en fait, quand on demande aux gens, c'est les vacances. C'est le départ aux vacances pour se retrouver en famille, se reposer. Donc en fait, ne pas avoir une politique qui réfléchit à ce qui fait le bonheur des gens, c'est ça qui me paraît problématique. Et ça se calcule, le bénéfice économique, le produit, le bonheur brut, en fait, ça se calcule. Les effets sur la santé, sur l'éducation, évidemment, sont pertinents. Et alors, est-ce que pour toi, il y a un biais en France, parmi les pays européens, qui serait lié au fait que, puisque on est leader mondial du tourisme, et que finalement notre obsession c'est de le rester, on se dit, si on fait venir plus d'Américains, plus d'Asiatiques, plus de Canadiens, ça compensera les 38% ou les 40% qui ne partent pas. Est-ce qu'il y a ce biais-là en disant, voilà, on est leader, et on voit bien que d'ailleurs toutes les politiques touristique, la croissance du tourisme, elle a toujours été calculée sur notre capacité à faire venir des clientèles étrangères, en disant que ça allait aider la balance commerciale, mais on n'a jamais considéré que, voilà, quand on rénove un village de vacances en Haute-Corrèze, on participe aussi à l'économie locale. Quand on aide les CSE, on participe aussi à l'économie tout court. Moi, je vous donne ce chiffre parce que tu as cité tout à l'heure Marseille Hospitalité. Alors, je donne deux. Le chiffre que donne Marseille Hospitalité, c'est que sur toutes les nuitées marchandes comptabilisées par l'INSEE, donc dans les hôtels, dans les campings, dans les villages vacances, les résidences de tourisme, il y en a 25%, un quart, qui ne sont pas le fait de vacanciers. Donc c'est des gens qui bossent, c'est des gens qui vont passer par là, c'est des gens qui vont voir un proche. Bon. C'est moi hier soir en venant à Paris, hein, je ne suis pas venu en vacances. Et puis, le deuxième chiffre que je voulais donner, c'est quand on calcule toutes les aides qui sont données, en particulier celles des CSE, celles des entreprises, parce que c'est principalement eux qui interviennent, moi j'ai fait le calcul que ça générait donc, une activité économique sur laquelle l'État prélevait 3 milliards de TVA. C'est-à-dire que plus on aide les gens à partir en vacances, plus l'État, donc quand je parlais de redistribution tout à l'heure, 3 milliards pour 186 millions d'euros à la CAF. Donc est-ce que ce biais d'être leader mondial nous rend finalement aveugles sur la capacité de créer la croissance avec les gens qui ne partent pas? Je crois qu'il y a deux choses, c'est vite parce que je pense que tout le monde le sait. Enfin, historiquement, la France se pense comme une terre d'accueil. Les Anglais se pensent comme une terre de départ. Il y a quelque chose dans l'imaginaire, en fait, qui s'est construit. Et puis aussi que ça n'a jamais été un sujet de l'État. Malraux disait, oui, le loisir, c'est au service de la culture, quoi. Quand on voit l'importance que ça a pour les gens, finalement, on ne voit pas pourquoi, en fait, il y aurait un ministère de la culture et pas du loisir. Enfin, ça paraît
mais parce qu'il y a cette hiérarchisation et parce que le tourisme au sens du départ, l'accueil des vacanciers, alors des vacanciers, des touristes français ou internationaux a été fait et porté depuis toujours par les collectivités locales, et je pense que c'est la bonne échelle, mais ça pose un problème à l'État, parce que finalement c'est la chose qui a été dès le départ décentralisée, qui est née aussi en fait, qui est la bonne échelle, et les politiques publiques de l'État, finalement, elles ne savent que se vendre à l'international. Alors qu'évidemment, qu'il y aurait un enjeu de santé publique, sociale, de la question du loisir. Pourquoi des politiques de redistribution en matière culturelle? Pourquoi intermittent du spectacle, ça finance des gens qui vont notamment travailler 11 mois sur 12 dans des grandes chaînes de télévision et pas un régime particulier qui est pensé par rapport à l'ensemble des loisirs. Enfin voilà, tout ça c'est parce que je pense que ça n'a pas été... c'est pas pour compenser ou pour masquer, je pense que c'est un impensé. Et qu'il faudrait qu'arrive finalement à l'échelle de l'État, ministre, des gens qui ont eu des expériences, à l'échelle locale ou territoriale, et qui réfléchissent aussi par rapport au fait que les vacanciers sont aussi les gens qui accueillent. Parce que là, il y a une espèce de truc qui se fait, moi je l'ai vu au niveau de la commission scientifique, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, du ministère du Tourisme là jusqu'en 2022, je crois, c'est il y a les touristes, il y a les populations à qui il va falloir faire avaler la pilule du surtourisme. Mais le fait que les vacanciers sont aussi des gens qui accueillent des gens et que, en fait, c'est les mêmes, même statistiquement pour beaucoup de cas, que les gens sont à la fois hôtes et hôtes, en fait, ça ne fait pas partie de l'imaginaire de l'État. Et donc ça, je pense qu'il y a quelque chose à penser par rapport à ça. Alors, est-ce que si l'imaginaire de l'État, c'est le bénéfice, mais alors, je ne parle pas du bénéfice de la santé, par rapport à la question de Marc tout à l'heure, qui renvoyait finalement à des questions de prévention, est-ce qu'il faut qu'on change de paradigme pour amener le sujet du tourisme social de manière plus efficace, en disant, finalement, la question de la prévention, ça ne vous intéresse pas, mais si on fait partir 10 points de plus de Français, ça va générer tant d'emplois en plus. Finalement, il faut qu'on rentre dans ce type de langage, dans ce type de propos, en disant, mais mettez en place un système, on l'a vu avec la NCV, mettez en place un système vertueux, on pourrait prendre sur la taxe de séjour. Ça fait 10 ans que je demande qu'on prenne sur les sociétés d'autoroutes, qui sont les principales, les entreprises, je le redis, les entreprises principalement bénéficiaires de l'économie touristique, parce que avec Total et les pétroliers. Voilà. Et finalement, ce n'est pas des dispositifs qui vont coûter à l'État, mais qui seront vertueux derrière. Est-ce que finalement, ce n'est pas cet angle de langage qu'on doit avoir? Enfin oui, en fait c'est une question d'éléments de langage et aussi de médiatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu arrives à faire passer sur TikTok quelque chose, qui fait, ou sur Insta ou sur une télé, qui va faire que évidemment la façon dont les sociétés d'autoroutes s'engraissent sur le dos des Français, ça va devenir un sujet de société plutôt que le fait que les mômes sautent du pont Saint-Martin. D'ailleurs, je me demande pourquoi on a nettoyé la Seine. Enfin, j'ai pas tout compris sur cette séquence, mais je comprends pas en fait. Mais bon, oui, en fait, mais c'est plutôt un arc. En fait, ça veut dire que l'État raisonne sur un mode on pousse, ils réagissent, quoi. Voilà, mais pourquoi pas en plus, toutes les données vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que favoriser les départs, c'est bon pour les personnes, mais c'est bon pour les comités, c'est bon pour les sociétés. Moi, j'habite à Saint-Denis, effectivement, les gens, ils sont à 10 dans un 2 pièces, il fait 40 degrés, les mômes, ils ouvrent Enfin, c'est les vieux qui racontent, je dis les vieux parce que c'est vraiment la génération d'avant, même si ça continue. Aujourd'hui, Saint-Denis a encore des colonies de vacances. Comment on pesait, ça a été dit tout à l'heure, comment on pesait les enfants, comment la construction d'une identité dionysienne a été fondamentalement structurée avec les strates d'immigration qui arrivaient, mais qui se retrouvaient enfants dans les colos, ils partaient ensemble, etc. C'était quelque chose de fondamental dans la construction d'une représentation collective, de la construction du citoyen, du petit dionysien, mais aussi du petit citoyen. Et c'est aussi ça qui est mis concrètement qui est mis en danger, et aussi le fait qu'effectivement les mômes ne partent pas en vacances et que c'est normal qu'ensuite à un moment ça pète, quoi. Merci Saskia. Aurélie, alors toi tu vas représenter aujourd'hui ce qu'on appelle les organismes de gestion de destination, donc c'est les offices de tourisme, les comités départementaux et régionaux de tourisme. Alors on n'y pense pas en premier en tant qu'acteur qui pourrait venir intervenir sur ce champ du tourisme social.
Pourtant, quand on écoute tout à l'heure un certain nombre de gens, et je reprends ce que disait la directrice de VACAF, elle aimerait bien, elle, avoir de l'appui via ces structures qui sont ouvertes au public, hein, et pas seulement aux gens qui viennent de l'extérieur, mais aussi aux habitants dans les grandes villes. Globalement, comment tu vois, toi, l'action des organismes de gestion de destination pour accompagner cette réflexion, améliorer le taux de départ, mieux informer les publics qui sont éloignés et qui aujourd'hui n'ont pas forcément suffisamment d'informations. Je prends cet exemple parce que c'est celui qui me vient le plus en tête, mais les billets congés payés qui existent encore aujourd'hui, hein, c'est le prolongement des billets Léo Lagrange. La SNCF dit, mais tout à l'heure on a quelqu'un, enfin c'est peanuts, quasiment personne ne les prend. Enfin, je veux dire, alors c'est vrai que c'est compliqué aussi, hein, mais bon, voilà, pourquoi on n'aurait pas un guichet dans les offices de tourisme, voilà. C'est quoi ton regard, toi, sur l'action des OGD sur ce champ du tourisme social? Alors, d'abord, je voudrais remercier VVF d'être là. Je suis particulièrement contente et merci à Martine, Stéphane et Paul. Et en plus, j'ai l'impression d'être en famille parce que Martine, conseillère régionale, Paul, ex-collègue. Donc, et je suis très, très, très contente. On est dans ma fonction souvent amené, tu le sais, Jean, intervenir dans ce type de colloque, mais c'est sur la donnée touristique, c'est sur le marketing. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir... D'abord, j'ai trouvé que c'était de très haut niveau et qu'il y avait beaucoup de passion, et ça me renforce, ça fait vraiment du bien. Et de pouvoir effectivement voir quel rôle on a, nous, et quelle place a le tourisme social dans le tourisme global. Alors peut-être je vais répondre en 2 temps. Oui. Entre ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire. Et je pense qu'on a encore une grosse marge de manœuvre. Dans ce qu'on fait, et je vais citer l'exemple du CRT Nouvelle-Aquitaine, et je pense que déjà on est un peu en avant, je ne sais pas si on peut dire en avance, mais on a fait ce pas de côté-là. Moi, quand je suis arrivée à la tête du CRT il y a 4 ans, il y avait une stratégie marketing, on faisait venir des clientèles étrangères, on faisait des campagnes en France, on faisait de l'observatoire, on faisait l'accompagnement des pros, et on s'est mis dans la roue de la région qui avait une feuille de roue du tourisme durable. On a fait une stratégie marketing durable. Donc évidemment, on a travaillé la décarbonation, on a travaillé notre SI, on a travaillé le bilan carbone de la région, etc. Mais on se dit, il y a quand même le volet social quand même. Donc, et on a réintégré pour la première fois dans la stratégie du CRT ce volet social. Et donc on a 3 objectifs marketing. Un sur la demande, faire développer une fréquentation qui est adaptée aux besoins du territoire et pas développer une fréquentation tout court. 2, accompagner l'offre sur les enjeux de transition et en regard aux besoins des clientèles, c'est-à-dire aux enjeux des transitions, mais continuer à être attractif. Et 3, promouvoir l'offre de tourisme social et faire en sorte que l'offre de tourisme social soit la plus accessible possible. Donc on a fait une première chose, d'abord ça a été écouter les acteurs de l'UNAT en l'occurrence, et en fait ils étaient un peu démunis. Ils ont dit c'est super, on est au même titre que les autres, etc. On était dans la gouvernance, on était au CA, à l'AG, mais on n'était pas dans la stratégie. Mais après un peu démunis sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, on a un peu tâtonné pendant des mois, mais déjà on a décloisonné. Première chose qu'on a fait, on a le premier vice-président de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine est venu au CA du CRT à expliquer c'est quoi le tourisme social en Nouvelle-Aquitaine, tourisme social global, pourquoi on a besoin de vous. Et là encore décloisonner avec les autres acteurs et notamment les territoires, les autres modes d'hébergement, notamment les campings, parce qu'on perd des lits. Et en fait, le cri d'alarme, c'était ça. On perd des lits et on a besoin, bien sûr, des structures de tourisme social, mais aussi les autres structures qui accueillent des colos, des jeunes, des familles à travers des dispositifs CAF et autres. Et on a besoin de décloisonner. Après, on a fait des partenariats donc avec l'ANCV, avec l'UNAT. Donc, je salue Nicolas, que je ne vois plus avec la lumière, mais on travaille ensemble. On a mis en place des webinaires pour sensibiliser les institutionnels, parce que les professionnels à accepter mieux les chèques vacances, parce qu'il y avait, je pense que ça va un peu mieux, je crois que Nicolas disait tout à l'heure que maintenant il y avait 50% des chèques Connect, mais à l'époque il y avait ce souci-là, donc comment, voilà, on a culture, et là on va sensibiliser au fait de s'ouvrir aux plateformes, donc pour partir pour les jeunes, pour les seniors, faire en sorte qu'il y ait plus d'offres, etc. Travaille avec l'UNAT, on a fait la promotion des colonies de vacances, on travaille avec l'UNAT sur la promotion des centres de vacances qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap. En fait, il y avait ces acteurs-là, il y avait nous, et ça ne communiquait pas, et en fait, comment on met nos moyens, en fait, de communication, de promotion, du fait que la gouvernance du CRT, c'est une gouvernance où il y a tous les acteurs du tourisme, et décloisonner tout ça.
Donc ça, c'est très modeste, mais ça permet déjà de faire ça. Et puis on a quelque chose qui est pas propre à stratégie, qui était antérieur, c'est Terra Ventura, qui est pas un dispositif de tourisme social, qui est un dispositif qui à la base est né en Limousin. C'est une chasse au trésor digitale avec votre smartphone. Alors au début c'était avec des petits appareils, enfin maintenant c'est smartphone. 650 parcours partout en Nouvelle-Aquitaine, donc essentiellement fréquentés par des familles, entièrement gratuits, et ils font chasse au trésor et ils vont sur les territoires et ils découvrent le patrimoine culturel, naturel, etc. Et l'émotion qu'Émilie nous a partagée tout à l'heure avec le petit, je sais plus, Ethan, avec la patrouille de France, moi je l'ai eue avec les larmes aux yeux, avec d'une famille qui nous disait mais merci, merci, parce que grâce à vous, eh bien, on vit des moments avec nos enfants, ils sont plus derrière les écrans, alors oui, ils sont avec le smartphone, mais dans la nature, avec un écran pour la famille, et on vit des moments super, on sait quoi faire, on sait occuper, il y a de la cohésion, là on est sur la cohésion, alors qu'il y a l'embryon de la cohésion sociale, hein, mais c'est la cohésion familiale, et donc on a cet outil-là, et qu'on a développé, né en Limousin il y a 15 ans, étendu à toute la Nouvelle-Aquitaine, et il y a j'insiste là-dessus, qu'il y a depuis 3 ans, qu'il y a depuis le début, mais qu'il y a un modèle économique, et depuis 3 ans, on est à l'équilibre financier sur ce dispositif-là. C'est inédit d'avoir un dispositif d'intérêt général où il y a un modèle économique, ça finance les collaborateurs, les filles du CRT qui travaillent dessus, qui sont une équipe formidable, les frais généraux, etc., etc. Et on est en train de réinvestir dans l'appli pour développer maintenant des parcours indoor pour aller faire de la fréquentation et ouvrir aussi au site de visite, plutôt de fréquentation moyenne. Hein. Le Futuroscope, il n'a pas besoin de Terra Ventura pour faire sa fréquentation. Donc voilà ce qu'on fait. C'est combien de personnes de Terra Ventura par an ? De personnes qui... De personnes, il y a plus de 3 millions de joueurs. Alors, ce n'est pas des joueurs uniques. Oui, en moyenne, les joueurs font 6 parcours, mais on a entre 110 000 et 130 000 équipes, donc derrière, c'est généralement des familles actives. Et quand je posais la question à Émilie tout à l'heure, est-ce qu'il faut inventer un sas entre... j'ai pas le capital culturel, pour reprendre l'expression de Rémi Knafou tout à l'heure, pour partir, je me sens pas, et par contre, je pourrais partir... à la recherche de balises et avec mes enfants en prenant le train, est-ce que ça veut dire, enfin en tout cas tu le prouves, mais qu'un comité régional du tourisme dont on a toujours limité l'action à aller chercher des clientèles étrangères peut aussi prendre la compétence loisir à travers ce qui est fait et s'intéresser aux habitants et considérer que les habitants sont aussi des acteurs de l'économie touristique de la région. Je dirais même que c'est le premier acteur. En Nouvelle-Aquitaine, il y a plus de 30% des touristes qui sont des Néo-Aquitains, et ça représente 25% des nuitées. Un quart des nuitées sont faits par... Alors évidemment, on est une grande région, mais on n'est pas hyper peuplé. Enfin, c'est la plus grande région de France, mais il y a 6 millions d'habitants. Donc c'est le premier acteur. Et Saskia le disait à l'instant, c'est le seul acteur qui va partout. Parce qu'aller emmener des Néo-Zélandais à Aubusson... Alors à Aubusson, si ça peut arriver, parce qu'il y a le Cité de la Tapisserie internationale. Mais à Guéret... faut y aller, tant mieux si ça arrive. Par contre, des terrains aventuriers, vous les envoyez partout. On en voit partout. On a des témoignages de partout, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que là, on a su créer un produit qui crée à la fois les flux touristiques et à la fois l'offre touristique. C'est-à-dire, il y a juste besoin, pour créer un parcours, il faut qu'il y ait un socle patrimonial suffisant pour qu'il y ait une expérience visiteur qui soit à la hauteur, mais l'offre touristique, elle est dans la chasse au trésor, dans le parcours en lui-même et dans les énigmes, qui en plus, les énigmes sont à chaque fois territorialisé, c'est sur l'histoire, c'est découvrir l'anecdote, l'histoire. Le mieux, c'est quand les habitants découvrent des choses sur leur propre commune, parce que généralement, ils commencent par leur propre commune. Donc, bien sûr qu'on a un rôle là-dedans. Et bien sûr qu'on a un rôle pour décloisonner, et qu'on a un rôle pour faire comprendre tout ce qu'on a dit depuis ce matin, que le tourisme, c'est certes tant de millions en Nouvelle-Aquitaine, on a fait une grande étude de clientèle, c'est 15 milliards. C'est pas rien, voilà. C'est 9% du PIB, c'est la première activité économique, c'est tout ça, mais c'est aussi la cohésion territoriale, c'est aussi... On a parlé beaucoup de l'État, pour pas dire de la défaillance de l'État depuis ce matin, on est très heureux du message du ministre, qu'en gros, il nous souhaite de bons travaux, débrouillez-vous, moi j'ai entendu ça. Et tu peux créer un fonds si tu veux. Et voilà, et merci beaucoup, je pourrais créer un fonds si je veux. Donc moi ce que je vois, et c'est bon, après c'est mon métier, c'est ma trajectoire, mais c'est aussi au niveau des territoires.
Moi, ce que ça m'a donné envie de faire, là, c'était un peu ce qu'on a fait, mais c'est qu'on a un rôle pour aller plus loin, et c'est issu de nos échanges avec Marc, que je remercie, parce qu'il me challenge beaucoup, et ceux qui le connaissent savent que qu'il ne fait pas que avec moi, sur l'idée d'aller créer justement une espèce alors ce serait le ministère, mais un peu à l'échelle régionale, quoi, une espèce de conférence régionale du tourisme social ou du temps libre ou du droit aux vacances, et de mettre tous les acteurs, donc vous tous, mais vous y êtes déjà, pour ceux qui sont représentés aux échelles territoriales, des acteurs politiques, les collectivités, parce que pour l'instant on en fait un peu chacun dans notre coin, les CAF, l'UNAT, la NCV, etc. Et aussi, ça va être cher à ton cœur, mais les opérateurs qui en bénéficient et qui sont amenés à redistribuer, les concessionnaires, les grands comptes, parce que les acteurs du tourisme, les grands comptes du tourisme, ils ont intérêt à fabriquer leur tourisme de demain. C'est ça leur avantage, parce que ça a été dit ce matin, ça s'apprend de partir en vacances. Donc si on ne s'occupe pas à apprendre aux gens de partir en vacances, aux jeunes de partir en vacances, il y a des bénéfices maintenant, mais il y a des bénéfices plus tard. Et là, donc les OGD, mais plutôt les collectivités, et pour finir de répondre à ta question, s'appuyer sur des réseaux qui existent. Il y a des acteurs de l'ESS partout sur les territoires, il y a des acteurs du tourisme partout sur les territoires, il y a des offices à peu près partout, et ils se tournent de plus en plus vers l'habitant, vers le loisir. Pourquoi ça ne serait pas demain des opérateurs qui seraient en capacité de répondre, de jouer cette carte de l'accompagnement, parce qu'on a très bien vu que l'argent c'était bien, mais il fallait apprendre à faire des choses. Sur comment trouver une semaine en gîte rural pas cher pour partir, même si c'est pas très loin de chez vous, trouver l'accès, même si c'est pas une aide financière, un accompagnement social, parce qu'ils sont pas formés pour ça, mais pour donner des tips, des clés, être là, faire des guichets. Oui, il y a une organisation territoriale, il y a une gouvernance, avec mettre tous les acteurs autour de la table, ceux dont c'est le métier, vous, les politiques, parce que ça doit devenir une politique, et je finirai là-dessus après, et s'appuyer sur d'autres acteurs des relais territoriaux pour construire une politique et une gouvernance qui sont en capacité de donner tous les facteurs clés de succès pour aider au départ. Et dernière question, mais est-ce que tu penses que demain, puisque tu es à Bordeaux, l'Office de Bordeaux prendra une compétence pour offrir un guichet dans son office de tourisme dédié à l'information des habitants du Grand Bordeaux pour leur dire, je prends parce qu'on est dans un colloque VVF, et VVF, je ne sais pas si vous le savez, mais et je crois le seul opérateur à pratiquer encore une politique tarifaire au quotient familial. Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache, mais d'informer en disant bah, tiens, si vous partez chez VVF et que vous avez tel quotient, vous allez payer moins cher. Mais globalement, sur tous les dispositifs, moi je reprends l'exemple du billet congé payé, c'est compliqué à faire. Donc est-ce que demain, un office de tourisme pourrait être le relais du CCAS de sa ville sur le champ des vacances, être le relais d'acteurs du tourisme social, le relais des PEP pour informer où est-ce qu'on peut partir en colonie de vacances? Est-ce que ça, c'est une réflexion qui est portée notamment par la fédération qui regroupe tous les OGD, qui est ADN? À ma connaissance, non. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut faire remonter. Et moi, je vois émerger, je ne sais pas, là, il y a une espèce de fenêtre de tir où je sens, enfin, sur notre territoire, et tout n'est pas top-down. On ne peut pas tout attendre de l'État, etc. Et que de faire remonter des initiatives qui pourraient venir de quelques territoires, dont le nôtre, et j'en discutais tout à l'heure avec Martine, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, mais j'en discutais, elle est plus que partante, d'aller se dire... Pardon, Martine, excuse-moi, je ne te voyais pas. D'aller se dire, en gros, moi je vois 3 piliers. Il y a tout ce qui est infrastructure, investissement, il y a tout ce patrimoine dont nous parlait Mathilde tout à l'heure, voilà, qui effectivement tombe en désuétude, il y a tout ça. Il y a tout l'aspect financement, l'aide financière, où là encore il y a des mécanismes à trouver de redistribution en s'appuyant sur des opérateurs existants. Et il y a toute la partie accompagnement. Construire une politique régionale du droit aux vacances, du droit à partir en vacances, qui repose, alors peut-être je ne suis pas une spécialiste, mais peut-être que ces 3 piliers, c'est pas que cela et c'est d'autres ou pas, mais peu importe, et qu'on propose des choses, on pourra peut-être pas tout faire tout de suite, et il y a peut-être des choses qu'on pourra pas faire du tout, mais qui fassent écho. On a la chance d'avoir la MONA, donc c'est la mission des offices de tourisme en Nouvelle-Aquitaine, qui est une structure hyper performante, qui a monté une plateforme de e-learning, un programme auquel tous les offices de tourisme pourraient avoir accès pour apprendre tous ces dispositifs-là, et puis après on a un référent, une référente dans chaque office de tourisme, ou peut-être dans 10% pour commencer, qui soit acculturé à ça et qu'on le fasse savoir et que ça puisse faire un interlocuteur physique sur les territoires qui puisse répondre à ça. Ça, c'est des pistes. Et franchement, c'est pas hyper compliqué. C'est une volonté politique, quoi. Donc,
à nous, là, moi je suis hyper motivée, là, de me reposer sur voilà, on est dans la même région, sur Martine et d'autres, pour aller faire remonter des choses. Et Marc, que je remercie encore, parce que c'est lui qui me nourrit beaucoup, il y a à nous de jouer, quoi. Non, mais je pense que tu as raison de dire que la fenêtre de tir, moi je pense qu'elle n'a jamais été aussi ouverte. Donc, alors, est-ce que c'est au prétexte des 90 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, au moins de considérer que. Moi, j'aime bien l'exemple de Terra Ventura parce que je trouve que c'est un exemple unique en France. Autant de personnes qui partent. Et investiguer le champ des loisirs comme tu l'as fait, c'est une manière aussi d'appréhender l'accompagnement au départ, parce que c'est finalement assez simple, mais aussi simple que de prendre le train pour d'autres situations. Donc voilà, c'est un point important. Vous avez pratiqué Terra Ventura avec Guérande ou pas? Non, non, pas encore, mais il faudra. Va falloir très vite. Par contre, nous avons d'excellentes relations avec la région. Je n'en doute pas. Alors, on va passer à vous, puisque vous êtes vous aussi en Nouvelle-Aquitaine, mais alors tout au bout, presque côté Auvergne, à Aigurande, qui était connu pour sa gare et son croisement ferroviaire. Moi, quand j'étais jeune, je passais par Aigurande et on changeait de train à Aigurande, mais il n'y en a plus aujourd'hui. Ça doit faire un certain temps. Pardon? Ah, ça fait, oui, non, mais je reconnais, c'était quand j'étais lycéen et que je lisais les cours de Rémi Knafou. Donc, vous voyez, c'est il y a très longtemps. Alors, mais vous avez, on a parlé de patrimoine tout à l'heure, vous n'avez pas baissé les bras, contrairement à d'autres élus qui, quand le patrimoine leur revient à la fin du bail, disent ouais, ça me coûte trop cher. Vous n'avez pas baissé les bras et vous vous êtes donc battu pour rénover un village vacances qui est exploité aujourd'hui par VVF. Voilà, l'idée c'était de vous faire intervenir, de nous raconter un peu cette histoire parce qu'il faut se battre, il faut avoir un peu de volonté, un peu de conviction aussi quand on est élu pour y arriver. Tout à fait. Moi je trouve depuis ce matin, je suis vraiment passionné par les débats et par la qualité des interventions qui relèvent franchement sur un sujet qui dépasse même que les vacances pour tout le monde. C'est presque un grand débat sociologique de comportement que nous avons dans notre société. C'est très complexe. Et merci Martine. Je disais à Martine ce matin que j'avais eu Paul Rénal hier soir au téléphone qui avait vu que je venais ce matin. Donc pour ceux qui le connaissent, je transmets à tous son amitié. Donc, alors moi je suis un petit élu, ma commune fait 80 habitants. Elle est à 1 km du Puy-de-Dôme, 2 km de la Creuse, mais je suis en Nouvelle-Aquitaine et j'ai beaucoup de plaisir d'être en Nouvelle-Aquitaine. Donc, moi, je suis parti en vacances à 22 ans. Donc, c'est pour vous dire que le sujet de ce matin, il me touche directement. Né d'une famille de paysans, pauvres, quand j'ai travaillé, j'ai pu me payer des vacances. Donc, les vacances sociales, ça me touche directement à titre personnel et c'est la raison pour laquelle j'ai suivi avec beaucoup d'attention les débats que nous avons eus ce matin. Alors c'est vrai que j'ai retroussé les manches. Moi, j'entretiens des relations depuis de nombreuses années avec VVF et des relations de partenariat dans l'intérêt général de la vocation de vacances sociales de VVF. Donc, lorsque nous avons examiné le dossier d'un village de vacances vieillissant, où il y avait deux choix, on le rénovait pour offrir des vacances à caractère social de qualité aux ayants droit, ou on le fermait. C'était ça le débat. Et nous sommes mis autour d'une table avec l'ensemble des techniciens, des économistes, des architectes de VVF, et nous avons fait une expertise de ce qu'il fallait faire dans ce village de vacances, dans sa multifonctionnalité, pour lui redonner une modernisation, pour lui donner une dynamique, pour lui donner des sujets qui n'étaient pas ailleurs. Et donc de ce partenariat, il en est reçu une diversité d'accueil, des pavillons, des chalets sur l'eau, la construction d'une piscine, puisque même si on a un réchauffement climatique, il y a des périodes pour allonger le temps d'accueil des personnes, des vacanciers. Il faut sécuriser leur confort et donc il fallait une piscine cofferte chauffée qui n'existait pas. La prise en charge du handicap,
sur des pavillons ultra modernes, des tipis, c'est-à-dire la possibilité, c'est la possibilité d'offrir des vacances qui coûtent 400 € par semaine à tout le monde, mais avec du confort, Alors, si vous voulez, ce travail que nous avons construit avec VVF, moi je suis tenté de dire que c'est un laboratoire de réhabilitation, d'adaptation, de modernisation d'un village de vacances sur un territoire hyper rural où on n'a pas eu jusqu'à maintenant toujours les atouts nécessaires pour avoir la réponse à la demande sociétale des vacances qui avait plutôt envie d'aller faire la crêperie à Lège-Cap-Ferré. Quand je dis crêperie, c'est-à-dire on se tourne de côté, on se tourne de l'autre sur la plage, et voilà. Et donc nous... Il y a un peu de soleil quand même avec Grand. Oui, et il y en a de plus en plus. Voilà. D'ailleurs, il y en a tellement de plus en plus que pour deux raisons. Moi, j'ai connu l'exode rural. Aujourd'hui, nous assistons à l'exode urbain. Nous avons, alors c'est pas dans le cadre du tourisme, mais néanmoins ça va avec. J'ai des gens qui sont ingénieurs à Paris, qui disent on en a ras-le-bol de l'insécurité, on en a ras-le-bol, etc., des transports, et on va venir en Nouvelle-Aquitaine, et on va venir sur la Haute-Corrèze. Et j'en emploie. Dans ma communauté de communes, j'ai 170 salariés, j'ai des ingénieurs, enfin je parle d'ingénieurs, de cadres, mais j'ai aussi des réfugiés climatiques qui sont sur la Côte d'Azur et qui disent mais là-bas l'été c'est plus vivable. On va venir dans ce paradis environnemental de la Haute-Corrèze où là il fait bon vivre, on respire, etc. Il y a de l'eau, il y a du soleil, tout va bien, quoi. En général, ils arrivent en Auvergne et qu'on en a trop, on vous en envoie un petit peu en Haute-Corrèze. Mais nous, vous savez... Nous avons un plan stratégique du tourisme qui part du principe que nous avons un vrai plan stratégique. Notre bien commun, c'est la vallée de la Dordogne, qui est très commercialisée à partir d'Argentat, mais toute l'autre partie allant jusqu'au Sancy, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et nous, dans notre plan stratégique touristique, c'est le parc des Volcarques d'Auvergne et le plateau des Mille Vaches. Et ça va ensemble. D'un côté, les grands espaces, de l'autre côté, 1300 km de sentiers de randonnée VTT balisés par Haute-Corrèze Communauté. Et là, c'est les paysages ombragés, les territoires, le vélo, où là, c'est le paradis. Les gens sont heureux. Alors, vous êtes convaincu, en tout cas, on vous sent convaincu et passionné. Quand vous réunissez le conseil communautaire pour parler de la réhabilitation de ce projet, comment vous engagez le débat? Est-ce qu'il y a débat d'abord? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Il y a débat. Ah bah, et comment, j'ai pas que des amis. Comment vous faites pour remporter le morceau et faire en sorte que les gens... comment ça s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme débat? Il y a débat et c'est normal. C'est la démocratie, on a de la chance, on a un pays où on peut vraiment débattre sans s'étriper. Donc, il y a débat parce qu'en fait, je reconnais qu'il y a des élus qui n'ont pas retroussé les manches dans ces territoires-là, et pour lequel VVF, pour des raisons d'équilibre financier de la structure, a été obligé d'abandonner les villages. Mais moi, c'est pas à VVF que j'en veux, c'est aux élus qui ne sont pas mobilisés sur des sites touristiques aussi performants que le mien. Alors moi, j'ai fait le contraire. Retrousser les manches, c'est aller chercher 1,4 million à l'État. C'est la région qui est intervenue à hauteur de 300 000, c'est le département aussi, c'est la NCV qui est intervenue, c'est 4,5 millions d'investissements, c'est 2 millions de subventions à aller chercher, c'est un prêt qu'a fait la Comcom qui porte sur 2 millions, il y a 160 000 € des annuités qui sont prises en charge par VVF, mais c'est la Comcom qui a pris le risque. Et la Comcom qui a mis 500 000 €, c'est sur fonds propres sur 4,5 millions. C'est ça le boulot. Mais alors ça je suis d'accord. Hein. Là, il faut retrousser les manches. Alors, si on y arrive à Ugrande, comment vous expliquez qu'on n'arrive pas en Bretagne? Après, si vous voulez, il faut avoir une stratégie offensive
convaincante. Et moi, je reconnais qu'avec le président Rousset, avec le président Coste et avec les préfets successifs, on est aussi sur la prise en compte du tourisme social. Donc la France, sur des territoires comme ça, c'est pas un tourisme business, c'est un tourisme social où les gens viennent, on doit leur apporter du confort à bon marché. Mais quand je dis effectivement à bon marché, c'est péjoratif. C'est pas Pierre et Vacances, c'est pas le même modèle. Citerai d'autres, oui. Non, nous, ils arrivent chez nous, ils ont possibilité d'être hébergés, ils ont vraiment tout le confort, ils ont la valeur, c'est magnifique, hein, franchement. Et puis après, si vous voulez, tout à l'heure, on disait effectivement, ils partent en vacances, il faut s'alimenter, mais s'ils restent à Paris, il faut s'alimenter aussi, hein. Donc il faut bien qu'ils mangent, quoi. Donc, qu'ils soient là ou ailleurs. Donc c'est de fournir un produit dans le respect du tourisme social à des gens qui en ont besoin et qui, de mon point de vue, le tourisme social s'adresse effectivement sans doute aux personnes qui ont le moins de moyens et dont l'équilibre dans un territoire comme le nôtre est porteur dans leur équilibre en général. Les habitants, en général. Vos habitants, ils partagent cette Non, fierté. non, attendez, 600 personnes l'été au village de vacances chez moi, mais c'est l'économie, c'est plus qu'une satisfaction, c'est une richesse. Non, mais au-delà de la satisfaction, est-ce qu'ils sont fiers extrêmement fiers du village de vacances. La semaine prochaine, il y a le Rotary qui va faire son assemblée générale. Je vais aller expliquer ce que fait VVF. C'est-à-dire c'est une excellente image qu'on a, c'est une très très bonne image. Et ça c'est tout en l'honneur de VVF. Mais moi j'ai eu de la chance de tomber sur des collaborateurs de Martine, avec lesquels ça n'a pas été facile tous les matins quand on faisait une réunion de chantier toutes les semaines. Hein. C'était quand même compliqué à construire tout ça, à le financer, etc., etc. Il y a des aléas, et puis il y a une prise de risque. Mais pour répondre plus précisément à votre question, moi, dans mon conseil communautaire, j'avais effectivement des gens qui étaient contre. Mais j'ai réussi à leur démontrer, comme au préfet, qu'on était sur de la politique d'aménagement du territoire, qu'on était sur la prise en compte du tourisme social, qu'on était sur une économie territoriale, que lorsqu'il y avait 600 personnes à Merline, ça générait 1 million de retours sur le territoire de la Haute-Corrèze. Et tout ça, j'ai réussi à convaincre ce petit monde. C'est comme ça que j'ai pu obtenir 2 millions d'aide de l'État, avec la région. Et aujourd'hui, ils sont convaincus ? Ah, mais là, c'est le bonheur. Tout le monde m'envie. Mais après, il faut y aller au charbon. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais je peux. Enfin, j'ai eu un privilège. On a investi les 4,5 millions. C'est magnifique, etc. Donc, inauguration. Donc, inauguration avec Martine, qui me fait le privilège de venir couper le ruban, avec l'ancien président de la République, François Hollande, c'est pas rien quand même. Et mon président de l'Office de tourisme intercommunautaire, il était contre. Nous, j'étais content, c'est quand il a pris la parole. Tous, petit monde, il y a beaucoup de monde. Il a dit quelle belle réussite. Oh là, c'est formidable. Ah, mais t'as le gars, j'ai dit t'es quand même gonflé, toi. Bon, juste VVF, quand ils ont besoin de convaincre d'autres maires, ils font appel à vous là pour aller en Alsace ou en Auvergne, non ? Franchement, ce que j'ai construit, je regarde Martine et puis surtout c'est aussi beaucoup ses collaborateurs avec lesquels on a quand même travaillé beaucoup. Hein, et ça n'a pas toujours été, franchement, il faut le dire, les matins faciles, hein, parce que quand il fallait retrouver 200, 300 000 euros en plus et que je redéposais un dossier de DETR au préfet, il me disait, vous allez m'en demander encore beaucoup de la DETR, la dotation de développement rural. Bon, mais oui, mais on y arrivait. On y arrivait, non. Après, moi, je veux bien aller expliquer aux villages de vacances qui ont besoin de restructurer, d'adapter, de moderniser, de diversifier le produit. Diversifier, c'est ce qu'on a fait. Moi, je veux bien expliquer ce que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Merci et bravo en tout cas. Hein. Alors, votre voisin travaille aussi avec VVF. On va revenir sur ce que vous avez fait ensemble à Noirmoutier.
quand je présentais tout à l'heure le CSE de la RATP, on disait tout à l'heure au café que, enfin c'est Stéphane qui me disait ça, que c'était le CSE qui avait la meilleure performance sur le nombre de salariés qui partaient en vacances. Est-ce qu'il y a une méthode RATP? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez réussi à développer, que vous êtes prêt à nous partager là, pour nous expliquer ces bonnes performances? Vous pourrez rappeler le taux, grosso modo, de gens qui partent? Alors le taux, actuellement, on a un taux de pénétration au CE-RATP de 96%. Voilà. Donc je vais revenir un petit peu par la suite. Déjà, bonjour à toutes et tous. Je remercie VVF pour l'invitation. C'était important que nous, CE-RATP, on soit présents aujourd'hui. Je vais juste mettre le préambule sur quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, à la RATP, on subit les tumultes de l'ouverture à la concurrence. En conséquence, on a perdu un CSE de la RATP. Donc c'est le CSE des machinistes, le réseau de surface. C'est l'ensemble des personnels que vous pouvez voir à bord des bus. Donc en sociologie, avec leur départ, on a observé un rééquilibrage du ratio opérateur-encadrant. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les PIC, les RATP historiques, on a à peu près 50% des agents qui font partie de la catégorie encadrement. Pardon. Donc sur les actions du CE en faveur des vacances, on exploite du patrimoine en propre. On dispose de 4 centres, dont le merveilleux camping de Noirmoutier. On a également des parts sociales dans certaines SCI et on fait aussi appel à du tourisme marchand. Et on a aussi tout un panel de subventions associées, c'est-à-dire qu'on va subventionner, enfin ils sont ventilés de plusieurs manières. On subventionne aussi de l'avion, du train, l'éco-responsabilité c'est important. Et tout ça, en volumétrie, ça représente à peu près 17 000 salariés qui partent au moins une fois dans l'année avec le CE. Pour un montant d'accompagnement à peu près, vous le situez à combien juste sur les vacances? C'est-à-dire le montant d'accompagnement financier de la RATP. Alors on a une subvention, alors aujourd'hui on a des chiffres qui sont quand même assez globalisants. On a une subvention moyenne par agent d'environ 1 200 € par an. À savoir qu'il y a à peu près 8 ans, on était à un peu plus de 200 €. Donc c'est quand même, on peut se dire exceptionnel et on s'en félicite. Je crois que vous allez créer des vocations à la RATP dans la salle. Là, mais... Aurélie me dit qu'elle veut quitter le CRT, là, mais... Hein? Donc nos actions, elles passent aussi par la mise en place d'un quotient familial. Donc un petit clin d'œil aussi à VVF qui le pratique aussi. On a 3 paliers de quotient ABC et on prend bien évidemment en compte les ressources financières de chacun. Et on se doit, en tant que CE, d'un gros CE quand même en France, d'avoir cette responsabilité de permettre aux salariés qui ont les salaires les plus bas de l'entreprise de pouvoir partir en vacances, mais sans oublier également les encadrants, parce que c'est quand même de forts contributeurs. Donc le partenariat qu'on a contractualisé avec VVF, donc, qui a fait référence notamment dans le journal Le Monde il y a quelques semaines déjà, il s'inscrit dans une réelle politique gagnant-gagnant, on se le dit. Et il est né d'une vision commune, à savoir l'accès à des vacances de qualité à un tarif social. L'un ne va pas sans l'autre. Et une philosophie de côté CE-RATP à l'époque, où on cherchait aussi à alléger sensiblement toutes nos charges liées au patrimoine, pour ainsi, comment je pourrais dire, redistribuer un maximum de subventions sous forme de vacances aux salariés de la RATP. Donc on était alors, on se l'est demandé, on était face à 2 enjeux majeurs. Le premier, c'était les taux de remplissage, et le deuxième, d'aller chercher avec VVF un modèle économique qui soit viable et qui soit, on va dire, équilibré.
On n'avait à l'époque pas de difficultés majeures pour remplir nos centres sur la période estivale, en juillet-août. Par contre, on avait énormément de problèmes sur les ailes de saison. On se rendait compte que remplir des centres au mois de juin, au mois de septembre, c'était quasi impossible, même avec nos retraités, parce qu'on n'oublie pas aussi les retraités de la RATP. On n'avait pas possibilité d'avoir un équilibre budgétaire, au moins sur cette saisonnalité. Donc aujourd'hui, le bail qu'on a contractualisé avec VVF, il permet justement de jouer sur les allotements. C'est-à-dire que sur la période estivale du mois de juillet et du mois d'août, on a un maximum d'agents RATP, on a un ratio supérieur. Petite partie de salariés qui viennent de l'extérieur à l'entreprise. Et sur les ailes de saison, plus de mixité, avec un ratio à peu près équivalent sur les périodes juillet et septembre. Je coupe juste sur la mixité. Est-ce que c'est un vrai changement de paradigme dans les CSE que de s'ouvrir et de ne pas avoir que des gaziers pour la CCS entre eux? Moi, j'étais fils de prof, je n'allais que dans les GCU quand j'étais gamin. Bon, les discussions à table, c'était pas drôle, hein. Bon, donc est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est demandé par les salariés de ne pas partir toujours en vacances ensemble? Enfin, on se voit au boulot. Non, bien sûr. Pour répondre à ta question, elle est simple. C'est une idée que nous on défend, c'est-à-dire cette mixité sociale. On le sait tous, les modes de vacances évoluent, mais on avait jadis des agents qui aimaient bien se retrouver entre agents de la même entreprise en vacances. On s'aperçoit que ça peut être encore le cas, mais aujourd'hui on a beaucoup de salariés qui ont besoin de mixité, qui ont besoin aussi d'échanger avec des vacanciers qui viennent d'autres régions. Et c'est vrai que ça, au CE de la RATP, on le porte, on le défend, parce qu'on estime que c'est quand même quelque chose qui est très enrichissant. Le modèle de Noirmoutier, c'est, pour un responsable de CSE, est-ce que c'est le modèle de demain que des CSE cherchent des partenaires d'exploitation, j'ai envie de dire des marques aussi, parce que VVF en est une. Est-ce que c'est ça le modèle une forme d'hybridation dans l'accueil, dans les usages? On va dire que ce n'est pas le modèle unique, ouais. Mais on va dire que si on veut obtenir aujourd'hui une fréquentation qui soit satisfaisante, on se doit de passer par ce type de partenariat avec VVF, qui est notamment un acteur majeur du tourisme social et solidaire en France. Ensuite, l'enjeu qu'on avait, c'était pas non plus de remplir nos bungalows, c'était également d'assurer la pérennité du site. Et là, pour le coup, sur le tourisme social, on a un vrai sujet. Et économiquement, on se rend bien compte qu'avoir du patrimoine en propre pour un CE, eh ben, ça engendre des coûts d'entretien qui sont quand même pharaoniques. Et ça peut rapidement devenir une charge bien trop importante si ce n'est pas effectué régulièrement. Et grâce à l'activité qui est effectuée par VVF, le village y bénéficie d'investissements réguliers. Il y a un pourcentage du chiffre d'affaires qui est réinjecté dans l'entretien du site. On perçoit également un loyer qui nous permet, nous, de notre côté, d'investir plus sur la partie, on va dire, gros œuvres. Et ça, c'est quand même important. Et ça permet aujourd'hui au centre de Noirmoutier d'avoir un entretien du patrimoine au fil de l'eau, d'éviter des dégradations qui peuvent être liées à des équipements qui peuvent être vieillissants, et de maintenir pour nos vacanciers des prestations de qualité. Ça, je le répète, c'est extrêmement important. Important aussi de rappeler que le tourisme social ne doit jamais être synonyme de tourisme bas de gamme. C'est vraiment quelque chose que nous, on défend. Et l'accès de tous aux vacances n'implique pas non plus de renoncer à la qualité. C'est important d'associer les deux. Et justement, le partenariat aujourd'hui qu'on a avec VVF Village Vacances, il permet précisément de concilier les deux, à savoir une accessibilité sociale, mais en même temps une exigence de qualité. Et ça, pour nous, c'est vrai que c'était fondamental. Vous m'interrogiez à quelques minutes sur est-ce que c'est une réponse qui est pertinente, ce type de modèle? Est-ce qu'il y a vocation à les pérenniser, pourquoi pas, sur d'autres sites?
je le disais tout à l'heure, de nombreux gérants de patrimoine touristiques sociaux qui seront confrontés aujourd'hui à des coûts d'entretien qui sont quand même assez élevés, des habitudes de consommation aussi qui évoluent, et des contraintes budgétaires croissantes. C'était un peu la situation qui était rencontrée par Touristra il y a quelques années, et on a pu voir les conclusions que chacun en fera ses conclusions. Donc ce partenariat, il a justement permis de pérenniser notre vocation sociale commune, VVF et CERATP, en assurant un modèle économique qui soit viable sur du long terme. Je voudrais poser une dernière question, parce que Paul me dit qu'il faudra qu'on aille manger, mais est-ce qu'il existe toujours, alors je pose la question, on a eu un petit bout de la réponse, mais les CSE, c'est les syndicats qui les pilotent, donc c'est des élus. Est-ce qu'il existe toujours une responsabilité syndicale qui veut que, quand il y a 4 villages vacances, donc tous les salariés de la RATP ne peuvent aller que dans les 4 villages, hein, et vous achetez de l'allotement ailleurs, est-ce que cette responsabilité syndicale vous pousse à donner priorité aux acteurs de l'économie sociale et solidaire? Alors, on a parlé de péri-vacances, il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui sont dans un modèle associatif, il y en a d'autres qui sont dans un modèle marchand, il y en a qui sont cotés en bourse. Votre responsabilité syndicale, elle vous pousse à travailler plutôt avec les gens du secteur du TSS? Bien sûr. Nous, on estime qu'aujourd'hui, les CSE, ils ont quand même un rôle politique. Mais c'est un rôle politique au sens de l'intérêt collectif. Voilà. Quand on choisit un partenaire comme VVF, on choisit aussi le modèle qu'on souhaite soutenir. Et ça, pour nous, c'est vrai que c'était fondamental. C'est-à-dire de l'accès aux vacances au plus grand nombre, sans renoncer à la qualité. C'est vrai que je le martèle. Et on voit aussi que les modes de vacances, ils sont en constante évolution. Le rôle d'un CSE, c'est pas non plus d'imposer un modèle unique de vacances. C'est pour ça qu'on fait appel principalement à du tourisme social solidaire, mais aussi à des acteurs du tourisme marchand. Et comment je pourrais le matérialiser? Ces deux modèles, on pourrait dire qu'initialement que tout oppose, hein, mais je pense qu'ils ne s'opposent pas justement forcément, mais ils répondent à des besoins qui sont aujourd'hui différents. Et notre responsabilité aujourd'hui en tant que CERATP, c'est pas seulement, on va dire, d'aider les salariés à partir aujourd'hui, mais c'est aussi de préserver les outils qui leur permettront de partir demain. Merci. Juste un chiffre sur le volume total de départ étrangers France, ça fait combien à peu près Alors le nombre de départs... Au total, entre ceux qui vont à l'étranger parce que vous avez accompagné des voyages à l'étranger, et puis ceux qui restent en France? On est à peu près sur un ratio d'un quart. À l'étranger? Voilà, un quart à l'étranger, et on est bien sur 3 quarts sur la France. Ouais. Je me permets juste de dire, en complément de ce que vous venez de dire, moi j'ai travaillé quand j'étais à Toulouse avec le CSE d'Airbus, qui était un gros CSE aussi, hein. Et moi j'ai été impressionné par cette volonté politique des syndicats de travailler localement aussi. C'est-à-dire que le patron, le président du CSE Airbus, on l'avait convaincu de dire, voilà, quand il y a des investisseurs qui ouvrent un petit hôtel de 10 chambres, être dans le catalogue du CSE pour démarrer les 3 premières années, c'est un coup de pouce presque plus important qu'une subvention, parce que pour eux, ça leur donne une lisibilité. Et moi, j'ai trouvé voilà, cet intérêt vraiment, vraiment très intéressant. Merci à vous 4. Paul, tu me fais signe qu'il est en manger. Est-ce qu'on a le temps d'une question? Mais pas Marc, hein. Tu avais droit à une question à la journée. Il n'y a pas de joker. Non? Quelqu'un? Tout le monde a faim. Ben, on échangera à table. On se retrouve à 14h15. Le buffet est juste à côté. Merci.